Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Je suis très heureux de vous retrouver depuis les studios de TV Monaco avec ce rayonnement international à travers nos séquences et reportages avec de grands auteurs. Vous allez vous informer, réfléchir et voyager avec nous. Aujourd'hui, pour notre grand entretien reportage, nous serons avec Sylvie Le Bihan qui vous emmènera sur les traces d'un écrivain méconnu, ami intime de Camus, qui a reçu de nombreux prix et qui faisait partie de cette bande alternative de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Là, on a pris exactement le chemin qu'ont fait Camus, Grenier et Guillou. C'est d'ailleurs très émouvant pour moi, pour aller à la Frégate boire leur premier verre. Mais Guillou était un marcheur. Il aimait flâner, il regardait, il observait les gens, il avait sa pipe comme ça, puis il observait. Et après, il utilisait ses flâneries dans ses livres pour décrire les personnages. Nous ferons le portrait d'une époque parisienne qui a marqué la littérature à travers le monde. Et puis votre club de lecture avec des passionnés de livres, dont une jeune lectrice lycéenne, une lectrice passionnée et les pépites des libraires. Et on commence cette émission avec une carte blanche donnée à notre libraire belge Déborah Damblon, qui a invité un grand auteur belge de livres pour la jeunesse. Nous sommes pour l'occasion en multiplex avec la Belgique. Donc bonjour Déborah. Bonjour Emmanuel. Vous êtes libraire dans la librairie du théâtre Le Public à Bruxelles. Vous nous présentez votre invité, Thomas Lavacherie ? Voilà, c'est Thomas Lavacherie. Alors Thomas Lavacherie, c'est vraiment un auteur protéiforme. Il écrit pour les enfants, mais dans tous les sens du terme. Il écrit pour les grands. Il a commencé avec des romans pour les grands, et sa série Björn le Morfir, qui est incroyable, fantasy nordique, fantastique. Je sais que Thomas, il préfère qu'on dise que c'est du fantastique. Voilà. Et puis, il écrit vraiment pour tous les âges. C'est à niveau de lecture multiple. En plus, il dessine. En plus, il a tâté de la bande dessinée. Enfin, il est partout. Il est pour tous les âges. Et il est aussi bien dans l'imagination que dans le très concret. On va lui donner la parole quand même, parce qu'il est avec nous en multiplex. Bonjour Thomas Lavacherie. Bonjour. Vous êtes effectivement un grand auteur pour la jeunesse et Déborah vous a très bien présenté. Votre nouvel ouvrage « Lily sous la terre » raconte une expédition en Islande pour trouver une créature mi-homme, mi-triton. Vous aimez permettre aux enfants d'explorer l'inconnu ? Évidemment, et j'aime moi-même explorer l'inconnu. Comme lecteur, ça a été une de mes grandes passions. Je pense à Jules Verne, par exemple, Voyage au centre de la Terre, etc. Ce sont des occasions de frémissement. Oui, c'est vrai que vous avez un petit côté Jules Verne, parce qu'il y avait déjà Lily sous la mer, en 2022, qui avait eu le prix Sorcière. Oui, absolument. C'est le même personnage qu'on retrouve, mais sauf que dans Lily sous la mer, elle était enfant et maintenant elle est adulte. Alors c'est vrai que le monde animal est très présent dans votre œuvre, Thomas Lavacherie. Je me souviens que l'on avait tourné un reportage avec vous dans un zoo, c'était pour la radio. Les animaux sont des personnages idéaux pour vous, on dirait. Ils sont en général, c'est vrai, du bon côté. Et j'ai tendance à les idéaliser. Je le reconnais, vous avez raison. J'avoue. Déborah, vous aimez Thomas Lavacherie par-dessus tout, vous l'avez toujours soutenu. Il y a un univers autour de Thomas Lavacherie. C'est vrai que, comme vous le disiez, il s'adresse à la fois aux adultes, à la fois aux enfants. Et cet univers entre la magie, le réel, tout ça fait une œuvre incroyable, on peut dire ça, hein, vraiment. Thomas, c'est vraiment un créateur de monde. Quoi qu'il nous raconte, il arrive à créer un monde. Alors des mondes plus réalistes, des mondes plus imaginaires, mais on est toujours dans un monde avec des personnages qui existent vraiment, avec de vraies personnes. Ouais. Bon, on vous souhaite le meilleur, Thomas Lavacherie. Vous êtes vraiment un grand auteur de littérature belge. Et je remercie Déborah Damblon de vous avoir invité dans ce club francophone. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Votre dernier livre, Lily sous la terre, est paru chez l'École des loisirs dans la collection Pastel. Déborah, on vous retrouve tout à l'heure pour les pépites des libraires. On part à Paris à présent avec Sylvie Le Bihan pour un entretien reportage autour d'une grande époque de la littérature dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Bonjour Sylvie Le Bihan. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup de nous retrouver ici dans cette rue du Dragon. On arrive à côté du 42 parce que c'est une adresse symbolique. Vous êtes écrivaine, autrice de 5 romans et le dernier ouvrage paru chez De Noël raconte une époque, celle de Camus, de Grenier, de Malraux aussi en partie. Il y en a plein d'autres ici qui ont vécu, des écrivains, d'illustres écrivains dans ce quartier latin. Et puis il y a ce personnage, l'ami Louis, Louis Guilloux. Qui c'est l'ami Louis? C'est l'ami de mon papa, qui est de Saint-Brieuc et qui est un écrivain fantastique et un homme engagé. Il a eu le Renaudot, il a eu le Grand Prix de l'Académie française, meilleur ami de Camus, meilleur ami de Malraux, un bon mec. Et c'est vrai que c'est un auteur plutôt méconnu du grand public, qui a pourtant, comme vous l'avez dit, a eu de nombreux prix. Oui. Et puis quand on est reconnu par l'Académie française, finalement, on n'est pas n'importe qui. Et il le dit d'ailleurs. Non, je n'ai pas eu le Goncourt, mais j'ai eu le Grand Prix de l'Académie française. Et alors quand il n'a pas eu le Goncourt, Malraux, Eugène Daby, Aragon, Gide ont organisé une contre-soirée avec le président du jury du Goncourt, c'est ça qui est incroyable, pour dire il n'a pas eu le Goncourt, mais c'est lui qui aurait dû l'avoir. Et c'est vrai que quand on lit Le Sang Noir, c'est incroyable. Georges Semprin disait que c'était le plus grand roman du XXe siècle. Malraux disait que c'était l'écrivain de la douleur aussi. Oui, il n'aimait pas trop qu'ils disent ça, mais oui, c'est l'écrivain de ceux qui n'ont pas de voix. Alors c'est vrai qu'il rate le Goncourt de très peu. On est en 1935, c'est Joseph Perret qui a le Goncourt à sa place, qui est associé, assimilé à l'extrême droite. Oui. Et c'est vrai que lui, c'est plutôt l'écrivain de la gauche, Louis Guilloux, en tout cas le défenseur aussi des causes sociales. Et c'est pour ça que tout le monde se mobilise et qu'on le fête comme s'il avait eu le prix à ce moment-là. Oui, c'est ça. Tous ces écrivains-là, que ce soit même Drieux-La Rochelle, ils ont tous été traumatisés, ils ont tous été blessés par cette grande guerre. Ouais. Et Joseph Perret, oui, c'est l'Action française. Donc pour eux, c'est pas le moment qu'un auteur de droite comme ça ait le Goncourt. Le message à passer, c'est le message de Guilloux. Et c'est vrai que Guilloux était au cœur de ce milieu littéraire. Il était au cœur de ce cercle d'amis. Ce que j'ai voulu décrire dans ce livre, c'est la farandole joyeuse de jeunes provinciaux qui viennent à Paris dans un siècle de barbarie. On va aller sur leurs traces parce que c'est exactement le parcours qu'ils empruntaient. Oui. Louis Guilloux sortait de ce bâtiment au 42 et allait vers Gallimard, qui n'est pas très loin, la maison d'édition, et aussi un certain bar, une brasserie, la Frégate. Dont on parlera tout à l'heure parce qu'elle a eu une grande importance. On va passer par là au lieu d'aller au Flore et au De Magot qu'ils exécraient. Allez, on y va. Et alors au passage, Sylvie Le Bihan, fait une petite critique du milieu littéraire. Cet endroit où nous sommes, avec le boulevard Saint-Germain, l'annexe de Sciences Po, cet univers de légende au final, va être un peu égratigné par le monde économique parce qu'on change de monde et le monde de l'édition va être aussi un monde qui fonctionne en fonction des intérêts économiques et les comités de lecture, par exemple, ne respectent plus les auteurs. Le monde change, le monde bascule à ce moment-là, on devient très très mercantile et la littérature malheureusement fait partie des arts où il faut faire de l'argent et ça c'est ce que dénonce Guilloux, c'est ce que va dénoncer Burgès, c'est des deux côtés de la Manche. Nous voilà arrivés devant la maison Gallimard avec Louis Guilloux qui était ami avec Gaston Gallimard. Oui. Et en 1975, quand Gaston disparaît, il perd son éditeur, il perd un ami et il perd aussi des allocations. Oui. Parce qu'il avait une allocation mensuelle qui lui permettait d'écrire, c'était les avantages de l'époque. Le comité de lecture va commencer à s'intéresser à lui, mais pas dans le bon sens. Donc le monde change aussi pour Louis Guilloux. Il faut dire qu'en 1975, il est quand même abattu aussi. Il a non seulement Gaston qui meurt, mais il n'a plus beaucoup d'inspiration. C'est quand même, la mort de Camus a été une déflagration dans le milieu littéraire. Mais il était chez Grasset avant, il est passé chez Gallimard, et c'est là
Alors c'est ici qu'il le rencontre. Il va rencontrer Albert Camus. Donc en fait, il entre par cette porte-là, hein, Voilà. c'est la porte principale, la porte d'entrée. Oui. Il arrive pour voir Jean Grenier. Il faut savoir que Jean Grenier, c'est l'ancien professeur d'Albert Camus. De philosophie d'Albert Camus à Alger. À Alger. Un des meilleurs amis de Guillou aussi. De Guillou qui travaille pour les éditions Gallimard. Oui. Guillou va arriver pour voir Jean Grenier dans son bureau. Et dans le bureau de Jean Grenier, il y a Albert Camus. Voilà. Ah, il ne s'y attendait pas, mais Jean Grenier n'arrête pas de le bassiner avec Albert Camus. Oui. Il n'arrête pas de lui dire, il faut que tu le rencontres, il faut que tu le rencontres, il faut que tu le rencontres. Il était sûr que les deux allaient s'entendre. Et quand ils se rencontrent, c'est un coup de foudre. Et c'est dans le bureau d'Albert Camus. Albert Camus était tellement fier d'avoir ce bureau, il n'existe plus. Mais c'était un bureau avec un balcon, le seul bureau avec un balcon. Il va rentrer chez lui en Bretagne, il habite à Saint-Brieuc. Et sa femme qui est parasitée par ses obsessions de Louis Guillot qui la trompe, va lui dire « Est-ce que tu as rencontré quelqu'un ?» À chaque fois qu'il rentre, elle lui demande. Et là, dans l'état où il est, elle lui dit « Tu as rencontré quelqu'un ?» Il dit « Oui, j'ai rencontré Albert Camus. » Albert Camus. C'est-à-dire que c'était une femme amoureuse, c'était une femme qui était très fidèle et qui était meurtrie par les rumeurs d'aventure de Louis Guillot. Mais lui, ça a été un coup de foudre. Ils se sont reconnus. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la même démarche. Ils avaient les mêmes engagements. Ils avaient les mêmes envies, les mêmes passions, la littérature. Ils étaient contre l'injustice. Ça a cliqué entre les deux. Et ça, c'est formidable. Et donc, une bande d'amis qui va faire un peu la chouille aussi, comme on dit. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils vont s'écarter des bars à la mode. Alors, on a pas très loin le Café Flore et puis les Deux Magots. Eux, ils vont aller ailleurs. Quand ils étaient ensemble. Sinon, Albert, il aimait bien faire la fête comme ça. Mais Guillaume était un peu moins. Et notamment dans un lieu qui s'appelle la Frégate. C'est là qu'ils sont allés prendre le premier verre de l'amitié. Par là ? Par là. Par là. On y va. Là, on a pris exactement le chemin qu'ont fait Camus, Grenier et Guillou. C'est d'ailleurs très émouvant pour moi, pour aller à la Frégate boire leur premier verre. Mais Guillou était un marcheur. Il aimait flâner, il regardait, il observait les gens, il avait sa pipe comme ça, puis il observait. Et après, il utilisait ses flâneries dans ses livres pour décrire les personnages. Alors, il s'écarte un peu du monde littéraire parce que la Frégate, c'est en bord de Seine, c'est à l'angle, on sort du quartier latin, c'est vraiment la limite. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est se retrouver entre amis, s'écarter de ce qu'ils appellent la faune. Oui, ils allaient à la Palette aussi. Oui, je n'étais pas fan de tout ce milieu. Il faut dire que le Flore, c'était quand même Sartre. Beaucoup, c'est ça. Sartre, Beauvoir. On se montrait au Flore. J'ai pas envie de se montrer. Alors il dit dans une brasserie à la mode, Louis Guillot, observez tous ces écrivains attablés derrière moi. Chacun avance seul en attendant de dégommer les autres sur les listes de prix. Pour cette raison, il serait essentiel de célébrer la solidarité et l'amour des beaux textes. Ils transcendent la réussite personnelle. Bien sûr, c'est exactement, moi c'est ma vision aussi de la littérature et du rôle des écrivains. C'est pas une réussite personnelle. Moi quand j'écris des livres, je veux qu'ils soient universels, je veux qu'ils soient lus, je veux qu'ils aient de l'émotion. J'ai pas de message à faire passer, j'écris pour moi déjà à la base. Et c'est ce que faisait Guillou. Il l'écrivait pour lui. Il faut prendre du bonheur à écrire. C'est un petit groupe qui pense à l'esprit collectif. Ah bah ça c'est formidable à cette époque. À savoir que dès qu'un était publié, il voulait que tous ses copains soient publiés. Il se faisait confiance. Ils s'envoyaient leurs manuscrits par la poste. C'est incroyable. Et il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires du manuscrit. En plus, il prenait un risque incroyable. En fait, c'est le portrait d'une époque, ce livre. Parce qu'on y croise plein de personnalités, on s'aperçoit, comme aujourd'hui, qu'il y a des clans. Et on est vraiment dans ce Paris Saint-Germain de ces années-là, avec ces auteurs qui aspirent à autre chose. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont beaucoup souffert. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui aspirent à être reconnus. Et l'écriture va leur permettre d'être reconnus, une reconnaissance. Et puis il y en a d'autres qui, pour eux, l'écriture c'est vital, et Guillot en fait partie, Camus en fait partie. Quand Camus va avoir le Nobel, sa première réaction c'est « mais je ne le méritais pas, c'est Malraux qui aurait dû l'avoir ». Et c'est ça qui est génial, c'est cette humilité, c'est cette amitié, cette fraternité. C'est ça qu'aime Louis Guillot chez Camus. C'est ce qu'il adore, parce cette sincérité. Et lors du succès de La Peste,
il usera de son influence pour aider de jeunes auteurs. Louis Guillou le dit, ça. Ah oui, oui. Et il se réjouit du succès des jeunes auteurs qu'il a Camus, portés. bien sûr, Oui. mais bien sûr. Et d'ailleurs, La Peste, c'est Guillou qui l'a corrigé. On a une lettre de Camus qui lui dit « Mais dépêche-toi de m'envoyer les corrections parce qu'on va publier. » C'est génial. Donc on va aller dans un endroit que vous connaissez bien, Sylvie. C'est une histoire incroyable. Voilà, une histoire incroyable. Que des histoires incroyables avec Sylvie Le Bihan. On y va, c'est juste derrière. C'est là-bas. Sylvie Le Bihan, on arrive devant un lieu emblématique Oui, avec une plaque d'André Malraux ici. André Malraux habita cette maison où il écrivit La condition humaine. Exactement. Rien que ça. Et juste à côté, ben oui, il y a un restaurant qui s'appelle, chez Pierrot. c'est ça. Et qui est bonjour. Ah bonjour. Bonjour Cécile, je vous embrasse. Oui. Bonjour. Bonjour Emmanuel Cécile Kérad. Pivot, enchanté. Cécile Pivot. Merci de nous rejoindre ici. On va parler avec vous du livre de Sylvie Le Bihan et puis de Bernard Pivot et de Louis Guillou. Très bien. On va rentrer chez Pierrot. Juste avant, Sylvie va nous raconter quand même l'histoire de ce lieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai vu que Malraux et Louis Guillou se retrouvaient au 44 rue du Bac, j'étais très étonnée parce qu'on a un restaurant qui est au 44 rue du Bac, qui s'appelle Pierrot, qui est un restaurant italien. Et je ne savais pas que Malraux était avec Guillou au-dessus. Donc c'est de bon augure. Alors on explique quand même. Oui, On a, parce que vous êtes l'épouse de Pierre Pierre Gagnère. Gagnère. oui, oui. Et voilà. Donc c'est Pierre qui fait qui établit toute la carte et on a un super chef italien. Voilà. Bon, Mais je voulais pas le dire, hein. non, mais il faut le dire quand même. Bah, quand même. Si vous êtes là, c'est qu'on peut Ouais, pas mais je vais dire, pas le dire, oui, Et c'est vrai. Cécile arrive au même moment que nous. Bah, c'est Vous voyez. formidable, voilà. Et ce n'est pas scénarisé. On va rentrer, on va se mettre au chaud, Cécile, parce que nous, on est frigorifiés. Cécile Pivot, Bernard Pivot, votre papa, est dans le livre de Sylvie Le Bihan comme un fil rouge. Il dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, vous allez nous confirmer, mais il est très étonné que Louis Guillou ait été si peu reconnu du grand public. C'est un grand admirateur de Louis Guillou, donc comme tous les écrivains qu'il aimait énormément et qui n'étaient pas assez reconnus, il les a énormément poussés, il a essayé en tout cas, et Louis Guillou en fait partie. Cette amitié incroyable dont on parlait tout à l'heure, Sylvie Le Bihan, c'est vrai qu'ils se disent des mots doux dans leurs lettres. Oui. C'est une sorte d'amour-amitié, hein, on peut dire ça. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait les auteurs s'écrivaient. On se téléphonait très peu. Il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas tout ça. Et donc, en fait, on s'écrivait. Et je crois que c'était leur métier d'écrire, enfin, c'était leur passion d'écrire. Et donc, en fait, à travers ces mots qui s'envoyaient, il y avait toute la force de leur amitié qui, parfois, pouvait presque être de l'amour l'un pour l'autre, oui. Cécile Pivot, Bernard Pivot est le témoin de cette époque. Oui. Vous vous souvenez de ce qu'il en disait ? De ce qu'il en disait, non, moi je me souviens moi quand j'y repense, oui, je me dis que c'était une époque en or, que Sylvie, je trouve, dépeint extrêmement bien. De ce qu'il en disait, non, moi j'ai vécu avec ça, avec un père qui allait à la télévision, qui était à la télévision en fait tous les vendredis soirs. J'ai eu un père qui lisait un livre par jour, qui était pas... qui est devenu un père plus tard en fait. Ouais. Moi au départ j'ai vécu avec... bien sûr que c'était mon père et il était physiquement il était là. Ouais. Il travaillait chez nous, vous voyez, il allait pas au bureau le Bien matin sûr, mon bien père. sûr. Il fallait qu'il lise, ouais. Il fallait qu'il lise, il lisait, il écrivait de 9h du matin jusqu'à minuit le soir. À l'époque il allait pas au cinéma, il allait pas au théâtre, il était pas là, il n'était pas dans une vie de famille, pas du tout. Mais il était dans notre vie de famille. voilà, mais il a eu une très belle vie. Ouais. Enfin, il a eu une vie professionnelle, à mon avis. Hein. Enfin, il le disait. Ouais, déjà, rempli. c'est un homme qui a eu beaucoup de chance, qui a énormément travaillé, et je pense qu'il est né à la très bonne époque pour le métier qu'il faisait. Voilà. Merci beaucoup Sylvie Le Bihan. Merci à Cécile Pivot de nous avoir rejoints ici chez Pierrot, au cœur du quartier latin. L'ami Louis est paru chez De Noël. Et le voici, l'ami Louis de Sylvie Le Bihan, paru chez De Noël. Voici notre club de lecture avec une lectrice, une lycéenne et une libraire pour les pépites des libraires. Bonjour Clara Pignero.
Bonjour. Vous êtes conteuse professionnelle pour la compagnie La Hulotte. Oui. Et vous avez un livre, en tout cas une bande dessinée qui a marqué votre vie. Racontez-nous. Oui. Tout à fait. Alors, c'est une adaptation d'un roman de Jane Austen, qui n'est pas francophone, en effet, mais Aurore, la dessinatrice qui a fait cette adaptation, l'est. Et vraiment, ça a été pour moi un coup de cœur. Elle a su bien recréer l'époque de Jane Austen. Les dessins, les illustrations sont magnifiques. J'étais vraiment touchée. Les scénarios est très très bien fait. Je trouve que ce n'est pas évident de faire une adaptation de ces romans si renommés et elle a bien réussi. Alors effectivement, c'est l'adaptation d'un classique de la littérature anglaise. Les dessins sont sublimes, il faut dire ce qui est. C'est très facile d'accès, typique dans ce que l'on appelle la BD franco-belge. Ce roman a été publié pour la première fois en 1813 et son succès en librairie aurait été immédiat. Mais l'autrice Jane Austen n'en tire aucune gloire car son nom n'est pas sur la couverture. Vous le saviez, ça ? Oui, bien sûr, je le savais. Comment ça se fait, ça, qu'il n'avait pas mis le nom de l'auteur, de l'autrice ? En fait, c'était une époque particulière. C'était pas bien vu que les femmes soient écrivaines. Et je trouve que Jane Austen, elle était déjà une génie et très courageuse d'avoir tenu les coups, d'avoir continué à suivre sa passion malgré les difficultés de son époque. C'est un roman, évidemment, vous pouvez l'acheter en roman ou aussi en bande dessinée, parce qu'il y a donc 3 tomes, vous en avez 2 autres. Tout à fait. Voilà. Vous m'avez prêté celui-là. Le 2e et le 3e. Voilà, et je vous rends le premier. Merci. Merci Clara, merci beaucoup pour ce conseil de lecture. Place à nos libraires, avec Déborah qui est restée avec nous pour une pépite de libraire. Elle n'a droit qu'à une pépite, du coup aujourd'hui vous avez choisi un roman pour la jeunesse, pas de Thomas Lavacherie que nous recevions en début d'émission, mais de la grande Christelle Dabos. Pour Thomas Lavacherie, j'ai parlé d'univers et de personnages. Eh bien, Christelle Dabos, elle est exactement là-dedans. Tout ce monde s'articule autour du nous, autour de la collectivité. Tous les personnages qui agissent dans ce roman ont un rôle pour la collectivité, chacun selon son talent, puisque chacun a un talent qui découvre à l'adolescence. Et donc là, on a 2 personnages principaux qu'on va suivre, et puis toute une galerie qui va les rejoindre, et c'est extrêmement touffu dans le bon sens du terme, c'est très très élaboré, tant pour l'univers que pour ce qui s'y passe, que pour les personnages qui sont des vraies personnes. Voilà. Depuis que je l'ai rencontré, moi je vis avec eux. On s'y perd complètement, comme tous les livres de fantasy, il y a trop de personnages, on n'y comprend plus rien. C'est ça. Merci Déborah. Merci. Mais non Emmanuel, il faut vouloir, il faut mettre un petit peu de bonne volonté. Il y a plein d'amateurs. Il y a aussi beaucoup de personnages. Il y a plein d'amateurs de ce type de roman et vous pouvez suivre les conseils de Déborah Damblon, elle est toujours de bons conseils, ne m'écoutez pas. Merci Déborah, nous laisserons les références de votre choix sur Internet. Je rappelle que vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie du Théâtre Le Public. À bientôt. Nous donnons aussi la parole aux lycéens dans cette émission chaque semaine. Bonjour Camille. Bonjour. Tu as 16 ans, tu es en première au lycée Nicolas Barré de Monaco. Quel est le livre qui a illuminé ta vie, Camille ? Moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter La Nuit des temps de Barjavel, qui a été publié en 1968, donc c'est-à-dire assez ancien. Oui, tu n'étais pas né. Oui, voilà. Loin de là. Loin de là. Alors raconte-nous un peu pourquoi ce livre t'a plu autant. Ce livre m'a autant plu parce que c'est un livre de science-fiction qui va mêler aventure et une histoire d'amour qui, je trouve, est intemporelle et qui a aussi un écho de nos jours puisque les messages qu'il fait passer sont toujours d'actualité, c'est-à-dire la guerre, l'innovation scientifique, l'amour, voilà. Ouais, j'allais dire film. En fait, lapsus, parce qu'au départ, ça devait être un film. C'est ça, Il faut savoir qu'en 1965, Barjavel veut faire un film de science-fiction. Donc, il fait ce scénario. Et la production, pour des raisons budgétaires, mais surtout parce que c'est un film de science-fiction, ne veut pas prendre le risque. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il en fait un roman. C'est ça. Alors, son éditeur habituel, De Noël, va refuser le manuscrit, tu savais ça ? C'est qu'en fait, c'est la galère totale pour Barjavel, c'est que c'est une référence aujourd'hui de la littérature. De Noël refuse, donc c'est les presses de la cité qui vont s'en emparer, et c'est un succès incroyable. Combien ils en ont vendu à peu près, tu sais ? Je ne sais pas, mais je sais que l'année d'après, directement, 1969, il va obtenir le prix des libraires, donc ce qui montre que c'est vraiment un roman à succès et qu'il a tout de suite eu du succès.
Plus de 2 millions de ventes depuis, réédité sans cesse. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre? Quel est le moment particulier? Moi, le passage vraiment qui m'a beaucoup touchée, c'est déjà la découverte au début, mais c'est surtout la fin qui est très plot twist, je trouve. Qui est très quoi? Plot twist. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on s'attend pas à cette fin. Oui. Et je trouve qu'elle est magnifique sans vraiment la divulgacher, mais je trouve qu'elle est très magnifique. Très bien. La divulgacher, c'est bien. C'est bien. Bon, en tout cas, c'est un livre qui t'a éclairé, qui t'a aidé aussi à un moment dans ta vie. Je pense que c'est un des premiers livres que j'ai lus, donc je devais être toute petite, 10, 11 ans. C'est vraiment un des premiers vrais livres que j'ai lus. Et j'ai tout de suite accroché et vraiment, c'est un bonheur de le relire de temps en temps. Bon. C'est bien, relis les pages de Barjavel, La nuit des temps. Merci beaucoup Camille, je rappelle que tu es lycéenne en première au lycée Nicolas Barré de Monaco. Le bac de français devrait bien se passer si tu lis des livres. Oui, j'espère. Allez, on croise les doigts pour toi. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bon week-end et bonne semaine à vous tous. À la semaine prochaine.